C'est News, il est bientôt 8h30. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie. L'équipe de la matinale est là, comme tous les matins. On est avec Chana Lousteau, on est avec Thomas Bonnet pour la politique, Maxime Leguet pour l'économie, Alexandra Blanc pour la météo évidemment. Et on accueille Élie Korchia, maître Élie Korchia. Bonjour. Bonjour. Élie Korchia, merci d'être avec nous. On va revenir sur l'attaque de Charlie Hebdo, sur Montrouge et sur l'attaque de l'Hyper-Cacher. Avec vous, vous étiez avocat de deux caissières de l'Hyper-Cacher. Le mois de janvier 2015 était le mois de la barbarie islamiste. Après l'attentat de Charlie Hebdo, attentat islamiste le 7 janvier 2015, il y a donc 10 ans, jour pour jour, 5 personnes sont mortes. L'une à Montrouge, 4 à l'Hyper-Cacher de la porte de Vincennes à Paris. On va revivre ces moments qui ont sidéré la France. On sera avec vous, Élie Korchia, dans quelques minutes. C'est vous qui avez défendu les deux caissières de l'Hyper-Cacher, prises pour cible par Amédi Koulibaly lors de l'attaque islamiste. C'était le 9 janvier 2015. Et puis on va aller également dans un instant à Las Vegas. Le célèbre salon high-tech de Las Vegas débute aujourd'hui. L'IA, l'intelligence artificielle, est au cœur de l'événement. Vous allez découvrir plusieurs nouveautés. Le mois de janvier 2015 restera à jamais gravé dans toutes les mémoires. Après l'attentat de Charlie Hebdo, le 7 janvier, le terrorisme islamiste avait continué à l'époque de frapper la France. Les 8 et 9 janvier, 5 personnes sont mortes sous les balles d'un proche des frères Kouachi, Amédi Koulibaly, à Montrouge, puis à l'Hyper-Cacher de la porte de Vincennes à Paris. Retour sur ces journées d'horreur avec Dounia Tengour. Au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo, le 8 janvier 2015, à Montrouge, en région parisienne, un proche des frères Kouachi, du nom d'Amédi Koulibaly, ouvre le feu sur une jeune policière. Clarissa Jean-Philippe, 26 ans, tombe sous les balles du terroriste. Je veux, mesdames et messieurs les députés, en notre nom à tous, saluer, et le mot est faible, le très grand professionnalisme, l'abnégation, la bravoure de toutes nos forces de l'ordre, policiers, gendarmes, unités d'élite. Le 9 janvier, en début d'après-midi, Amédi Koulibaly entre très lourdement armé dans une supérette Hyper-Cacher, porte de Vincennes à Paris. Il procède alors à une prise d'otage. Durant ces longues minutes, Amédi Koulibaly exécute froidement 3 clients ainsi qu'un employé. Le terroriste affirme alors qu'il agit au nom de l'État islamique. Il évoque également son lien avec les frères Kouachi. Ce dernier revendiquait son acte auprès d'une chaîne de télévision en reprochant à la France de s'être attaqué à l'État islamique et précisait que son dernier contact avec les frères Kouachi remontait au début des attaques, Koulibaly étant chargé, quant à lui, de faire des policiers. Ce sont ces termes. Après plusieurs heures de retranchement, les policiers du RAID et de la BRI lancent leur opération devant le magasin Cacher. Amédi Koulibaly est finalement abattu lors de l'assaut mené par les forces du RAID et de la BRI. Le 7 janvier 2015, le policier Franck Brun-Solaro est mort sous les balles des frères Kouachi, les terroristes islamistes. Il était en charge de la protection du dessinateur Charb. Il était armé, mais on s'est rendu compte que son équipement n'était pas adéquat pour riposter rapidement. Alors, 10 ans plus tard, y a-t-il eu une évolution en termes de sécurité rapprochée, de personnalités menacées? On voit ça avec Clara Bouvier-Desnaux. Le mercredi 7 janvier 2015, Franck Brun-Solaro est en charge de la sécurité de Charb lorsque les frères Kouachi font irruption dans la rédaction de Charlie Hebdo. Après l'horreur, sa femme dénonce les conditions de travail de son mari, insuffisantes et dangereuses. Pour moi, Franck a été sacrifié. Il n'y a pas d'autre mot. Il voyait les dysfonctionnements, il regrettait le manque de sécurité dans les locaux. Il disait que c'était une passoire et que c'était impossible de faire correctement son métier dans ces conditions-là. 10 ans plus tard, le chef du service de protection des personnalités reconnaît que l'attentat a marqué un tournant dans la protection policière. Il évoque un avant et un après Charlie. Nous avons fait un retour d'expérience. Les curseurs ont ensuite été rehaussés sur les processus de formation. Nous avons amélioré les équipements comme l'armement et fait évoluer les techniques. La protection recrute des candidats triés sur le volet. Parmi eux, le fils de Franck Brun-Solaro qui a récemment rejoint le service. Comme chaque année, le service de la protection se réunit au ministère de l'Intérieur pour rendre hommage aux défunts agents.
Et nous sommes avec Maître Élie Korchia. Bonjour Maître. Bonjour. Vous êtes également président du Consistoire central de France, mais là c'est en tant qu'avocat que je vous reçois ce matin. Merci beaucoup d'être là. Vous avez défendu 2 victimes de l'attentat de l'Hyper Cacher mené par le terroriste islamiste Hamedi Koulibaly. Zari Siboni et Andrea Chamakh. On va en parler. Je voulais déjà vous poser une question presque à titre personnel. De quoi vous souvenez-vous à titre personnel des 7, 8 et 9 janvier 2015 ? Où vous trouviez-vous ? Qu'est-ce qui vous revient quand vous pensez à cette période ? Je crois que c'est une séquence dans l'histoire de notre pays dont on se souvient tous. Il y a des moments comme ça, il y a des curseurs. Et je crois qu'on se souvient quasiment tous de là où nous étions. C'est 7, 8 et 9 janvier. Le 7 janvier, je suis à mon domicile lorsque ça se passe, et effectivement c'est la sidération lorsque j'apprends ce qui s'est déroulé. Une rédaction entièrement décimée. Enfin, on est tous effectivement pris d'effroi. Le 8, on comprend pas très bien ce qui se passe, mais évidemment, moi qui ai accompagné des victimes, on ne défend pas les victimes, hein, on les accompagne plus, on les soutient, on les représente et on les assiste, qui avait accompagné des victimes lors des attentats de Toulouse et Montauban, et Samuel et Myriam Sandler, je me souvenais déjà de ces scènes terribles. Et effectivement, là aussi, le 9, finalement, c'est la 3e séquence terroriste. Et comme on l'avait vécu en 2012, même si en 2012, il n'y avait pas de prise de conscience nationale, comme on l'a pu le vivre en 2015, principalement avec le choc de Charlie Hebdo, effectivement, là encore, une 3e séquence d'attentats où on est pris d'effroi avec cette prise d'otage à l'Hyper Cacher. Et là encore, comme en 2012, comme en mars 2012, une 3e séquence d'attentats qui vient clore un processus terroriste islamiste avec des juifs qui sont pris pour cible. Cette fois-ci, dans le magasin Hyper Cacher, on avait eu 4 personnes juives tuées, dont des enfants, dans une école en mars 2012. 4 personnes juives tuées cette fois-ci en janvier 2015 dans ce magasin Hyper Cacher, avec des scènes de guerre qu'ont vécu évidemment Zari et Andrea, ces 2 jeunes femmes d'une vingtaine d'années. La France n'avait pas tiré toutes les leçons de Mohamed Merah ? Non, il faut le dire clairement. Il n'y avait pas eu de prise de conscience collective. J'ai dit lors du procès des attentats de janvier 2015 que les victimes de mars 2012 étaient restées dans l'angle mort de la conscience collective dans notre pays. Il a fallu attendre janvier 2015. Et soyons très clairs, pas la porte de Montrouge, ni même l'Hyper Cacher. C'est l'attentat de Charlie Hebdo qui, avec le retentissement national et international qu'il va avoir, a vraiment donné une prise de conscience dans notre pays. Et si je veux être tout à fait honnête et aller au bout de ma logique, je vais même aller plus loin. Même en janvier 2015, certains pensent encore que les journalistes qui ont été tués à Charlie Hebdo, ça fait presque partie des risques du métier par rapport à ce qu'ils faisaient en défenseur de la liberté d'expression. Et que la policière qui est morte à Montrouge, ça fait aussi partie des risques malheureusement du métier. Et ceux qui sont morts à l'Hyper Cacher, pour certains, encore en janvier 2015, ça fait presque partie des risques du métier de vivre quand on est juif, parce qu'on sait que le terrorisme islamiste frappe prioritairement, souvent, ce sont des cibles d'opportunité, comme le dit le juge Trévidic, malheureusement pour les islamistes, des membres de la communauté juive. Et il va vraiment falloir attendre novembre 2015, pour beaucoup dans notre pays, pour beaucoup de citoyens, il va falloir attendre novembre 2015, les attentats sur les terrasses, le Bataclan, le Stade de France, pour que là, peut-être, le cycle mémoriel soit parachevé et que tout le monde se dise, oui, le terrorisme islamiste peut tous et toutes nous toucher, peut tous et toutes nous frapper. Et je crois que cette année 2015, elle a cela d'essentiel dans notre pays, c'est qu'entre janvier et les attentats de novembre, chacun se dit, je peux être demain la victime des terroristes islamistes dans notre pays. Vous avez assisté, vous avez représenté, donc je le disais, deux caissières de l'Hyper Cacher, Zari Siboni et Andrea Chamakh. Zari Siboni qui a été particulièrement courageuse, remarquée et remarquable. Elle a témoigné au procès. Grand témoin, elle a été l'interlocutrice du terroriste pendant les 4 heures de la prise d'otage. Comment avait-elle raconté l'attaque et son histoire ? Zari Siboni a été un
un témoin phare lors du procès en 2020, ce procès hyper médiatisé qui a été un procès terroriste énormément suivi. Son témoignage a été un témoignage bouleversant, mais aussi d'une très grande rigueur. Elle a dit les choses pendant près d'1 heure devant la cour d'assises spécialement composée. Et je crois que toutes celles et ceux qui ont suivi ce procès se rappellent du témoignage de Zari Siboni pour la partie hypercachère, comme on se rappelle du témoignage de plusieurs témoins qui avaient déposé pour Charlie Hebdo. Elle a tout raconté de ce qui s'est passé. Il faut bien comprendre que cet attentat de l'hypercachère a quelque chose d'exceptionnel aussi dans sa durée. Un attentat terroriste islamiste, normalement, ça dure quelques dizaines de secondes. Maximum dans Charlie Hebdo, quelques minutes. Toute la séquence dure moins de 2 minutes. C'est le titre d'ailleurs du très bon livre de Riss à ce sujet. Là, dans l'hypercachère, 4 heures et 4 minutes d'horreur. Il faut imaginer ce que c'est que rester dans une prise d'otage qui est aussi un attentat pendant plus de 4 heures, avec des corps qui gisent devant vous pendant plusieurs heures, avec des scènes terribles. Je me rappelle d'une phrase prononcée par Zari lorsque le terroriste lui demande de baisser le rideau métallique, ce terrible rideau de fer qu'elle doit baisser, et elle dit cette phrase, elle dit « J'avais l'impression de nous enterrer vivants ». Dans le magasin. Ça, c'est des phrases dont on se souvient. Je me rappelle aussi de cette phrase lorsqu'à un moment donné, alors que son ami Yohan Cohen, qui a été le premier tué par le terroriste, gît à côté d'elle, et il ne meurt pas tout de suite, il va agoniser pendant un certain temps. Le terroriste se retourne vers Zari à un moment donné, puisque effectivement, c'est un peu son interlocutrice, elle reste calme, elle lui répond pendant toute la prise d'otage, et il lui dit « Tu n'es pas encore mort, toi ?» Et à un moment donné, il prend son pistolet, il tire vers elle, et la balle va se loger à côté d'elle, dans sa caisse enregistreuse. Et 10 ans plus tard, elle se dit tout le temps, quand elle y pense, pourquoi suis-je encore en vie ? Comment suis-je encore là ? Donc il y a des scènes terribles, dont aussi une scène, puisqu'on parle de l'horreur de ce qui s'est passé ce jour-là, lorsque le terroriste lui demande de descendre au sous-sol où sont cachées des personnes, et il lui dit tu vas là-bas pour voir s'il y a des gens, tu les ramènes. Elle va remonter sans personne d'ailleurs, mais elle descend et il braque à ce moment-là Andrea, sa collègue de 20 ans, et il met le pistolet sur la tempe d'Andrea et il lui dit « Tu as 10 secondes ou je la tue ». Ça, c'est des phrases qui évidemment ont particulièrement marqué ces 2 jeunes femmes que j'ai eu l'honneur d'accompagner dans ces procès en tant que partie civile. Et effectivement, le témoignage en tout cas de Zari, vous l'avez dit, effectivement est un moment clé dans le procès parce qu'il a raconté toute l'horreur qu'il y a eu. Et quand elle est venue pour témoigner, elle l'a aussi fait avec la mission qui était la sienne de témoigner en souvenir des victimes, puisqu'évidemment ce matin on est à votre antenne pour parler de ces attentats, mais avec évidemment la mémoire, le souvenir des victimes qui nous oblige encore aujourd'hui, et peut-être encore plus aujourd'hui, dans les combats que nous avons à mener pour la liberté d'expression, pour la liberté face au terrorisme et face à la haine de l'autre. Et pendant ce procès, vous aviez prononcé cette fameuse phrase, Maître Korchia, ces 2 jeunes femmes qui ont vécu en janvier 2015 une scène de guerre dans un pays en paix et qui vivent aujourd'hui, donc en Israël, en paix dans un pays en guerre. Une phrase qui prend une tonalité particulière, évidemment, après ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, les attaques du Hamas, après Mohamed Merah, après l'hypercachère, après le 7 octobre 2023, l'antisémitisme continue d'exploser en France. Les derniers chiffres pour 2024, donc l'année dernière, seront annoncés par le ministre de l'Intérieur dans les jours qui viennent, mais ils vont continuer à être très mauvais. Bien sûr, on a vu les déclarations d'Aurore Berger, oui. Une ministre très engagée sur ce sujet qui vient de faire une communication, et en attendant les chiffres que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, dont je connais toute la détermination aussi sur ce sujet, les chiffres qu'il donnera, on sait déjà, on en parlera le moment venu, mais on sait déjà que d'ici la fin du mois, lorsqu'on aura les chiffres, manifestement, l'année 2024 restera une année noire par rapport aux chiffres de l'antisémitisme, avec des chiffres qui vont être sensiblement les mêmes que ceux de 2023, qui avaient été des chiffres historiquement hauts après le 4e trimestre 2023. Et effectivement, vous vous rappelez cette phrase que j'avais prononcée au procès, elle était déjà prémonitoire par rapport à ce que nous vivons et par rapport à ce qui s'est passé depuis octobre 2023 avec un antisémitisme qui reste prégnant. C'est évidemment un constat d'échec de voir ces 2 jeunes femmes. Alors évidemment avec le préjudice qui a été le leur, avec le trauma qui a été le leur, mais ces 2 jeunes femmes qui sont parties évidemment de notre pays, comme beaucoup d'ailleurs sont parties de notre pays, nous ne l'oublions pas, après cette année 2015 terriblement meurtrière, parce qu'à un moment donné, il y a la crainte de se dire, est-ce que la France pourra faire face efficacement
à cet antisémitisme et malheureusement à ce goût de la haine de l'autre qui est porté par toutes celles et ceux qui ne supportent pas les valeurs que nous prenons. Alors nous, on reste positifs, le combat continue, on reste déterminés, mais je crois que notre pays, soyons très clairs, doit se doter de moyens beaucoup plus forts encore pour faire face à cette haine et pour combattre cette haine, parce qu'on ne peut pas rester juste à commenter à chaque fois des drames qui ont lieu avec des chiffres qui restent aussi importants. La détermination politique, je sais qu'elle est là actuellement, mais il faut que les moyens soient à la hauteur de cette lutte. On ne peut pas dire c'est un combat qui concerne tout le monde et ne pas se donner les moyens d'en faire une cause nationale. Maître Elie Korchia avec nous. Aujourd'hui, on commémore les attentats islamistes de janvier 2015. Le 10 janvier 2016, un an après, place de la République à Paris, Johnny Hallyday avait rendu hommage aux victimes en chantant un dimanche de janvier, Chana. En référence au dimanche suivant les attaques où des millions de Français étaient descendus dans les rues avec des pancartes « Je suis Charlie », souvenez-vous. Et on voulait revivre ce moment ce matin, regardez. Des millions de regards et de larmes à peine essuyées, des millions de pas sur les boulevards, un dimanche de janvier. C'était un an après les attentats. C'était un an après les attentats, énormément d'émotions. Là, on est 10 ans après les attentats. Maître Korchia, vous allez aux cérémonies. Oui, bien sûr, je serai tout à l'heure aux trois séquences de ces cérémonies et nous rendrons bien évidemment hommage en présence du président de la République et de la maire de Paris et de beaucoup de personnalités. Nous rendrons hommage aux victimes de Charlie, de la Porte de Montrouge et de l'Hypercacher. Merci beaucoup, Maître Elie Korchia, d'être venu témoigner ce matin. C'est important dans la matinale de CNews.